Belle soirée à vous tous si vous venez de nous rejoindre jeudi 15 janvier, le 19h Sport. Si vous nous suivez en direct en télévision sur vos tablettes et vos smartphones, on vous accompagne, on parle de sport également dans cette émission. Et pour nous en parler, justement, on va prendre la direction de Barcelonnette, exactement, où notre consultant de la place du village, qu'on retrouve très souvent justement dans cette émission, qui nous parle justement de la glisse, notre Marc Garcia. Bonsoir Marc. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Barcelonnette, cette fois-ci, vous étiez à Valseni lundi, et là on vous retrouve à Barcelonnette. Comment s'est passé Valseni un peu? À Valseni, top, on a passé 2 très très bonnes journées avec les champions et l'événement qu'avait organisé cette magnifique station, donc oui, très très bien. Là, moi hier soir, j'ai assisté au vœu du maire ici à Barcelonnette en tant qu'invité et je repars rapidement à Megève aussi. Ah, d'accord, voilà. Bah oui, Marc, il voyage beaucoup, Marc. On le retrouve un petit peu partout et en plus, il nous rapporte toujours, bien entendu, des résultats. Également, il débriefe sur ces résultats à travers ces différentes compétitions. Ce soir, Marc, on va parler des derniers résultats. Même en semaine, il y en a eu. Exactement, il y a eu notamment le slalom Coupe du Monde le jour où on m'avait posé la question chez les féminines, la Flachau, en Autriche, la station du fameux Hermann Maier. Donc un slalom, une tradition en Autriche, c'est une nocturne pour les féminines, où de nouveau, Michaela Schifrin s'impose. Je crois que vous avez le tableau des Voilà, résultats voilà, qui va voilà. arriver. Schifrin qui gagne pas la première manche, mais qui rentre bien sur le total des 2 manches. Et c'était pas facile. Un terrain très vallonné, avec une neige encore une fois très abrasive, avec un public hors norme, hors pair. Donc du coup, qu'est-ce que je dis? Stéphane gagne la première manche devant Moldman, mais est-ce qu'elle gagne les 2 manches? Elle regagne encore sa 107 ou 108e course. Et puis nos Françaises, là aussi pour en parler, avec une 12e place de Marie Voilà. Lamure et 19e ex aequo Marion Février et Kathleen McFallen. Et justement ce matin, j'ai donné un petit coup de téléphone à Vincent Blum, qui est l'entraîneur-chef des slalomeuses, pour avoir un peu son ressenti, en tout cas son analyse sur la course de mardi soir. Voilà, voilà pour ces résultats. Donc, vous pouvez voir, on peut comme signaler 2 Américaines, Ouais. parmi le Ouais. haut du classement. Ouais, voilà. Et puis les Suisses également, quand même Exactement. bien présents, 4e et 5e. Toujours Troupé qui fait la surprise malgré tout chez elle en Autriche d'être sur le podium, qui sauve en fait l'Autriche chez elle. Et puis les Suissaises, Camille Rask est toujours omniprésente en slalom, et Wendy Holdener. Alors je crois que là il y a eu beaucoup d'athlètes qui ont eu des gastro, qui ont été malades aussi avec la grippe et autres. Camille Rask entre autres, mais ce qui n'a pas empêché nos Suisses d'être remarquablement placés à la 4e et 5e place. Oui. Voilà, nos voisins suisses qui ont réalisé encore très souvent même de beaux résultats. Oui, puis il y a Christiane qui finit 9e, il y en a encore une autre dans les 10. Donc oui, les Suisses, pas que les garçons, les filles sont là aussi. C'est tout à leur honneur. Ils vont être très très forts aux Jeux Olympiques, je pense. Voilà, les JO qui se déroulent très prochainement, on en reparlera. On va continuer, Marc, avec cette fois-ci le deuxième résultat également, toujours qui se sont déroulés durant ces derniers jours. Oui, alors ça, c'est chez les garçons, il y avait 2 slaloms Coupe d'Europe, d'ailleurs, à Crans-Montana, hier et avant-hier. Donc il y a eu de beaux résultats entre le premier jour. Donc c'est Armand Marchand, le Belge, qui gagne ce premier slalom. Zolin, j'allais dire Stéphane, non, Antoine finit 5e. Et puis le deuxième jour, voilà, Azolin gagne devant le petit Olmec qui avait fait une 14e place de mémoire à Val d'Isère en Coupe du Monde. Donc un beau doublé sur ce deuxième slalom de Coupe d'Europe qui avait eu lieu à Crans-Montana. Donc c'est aussi à souligner les bons résultats en Coupe d'Europe. Voilà, toujours des beaux résultats. Puis également 27e, on a aussi en français Paul. Également. Oui, il y a Paul Sylvestre, si je ne me trompe pas. Son papa est... Oui, c'est ça.
son papa est le grand patron du comité de Savoie, qui a été entraîneur Coupe du Monde chez les féminines il y a pas mal d'années et qui est le grand responsable de l'entraînement, hommes et femmes confondus pour le comité de Savoie. Voilà, voilà de beaux résultats. Également aussi l'Italie, troisième également, on peut quand même souligner. Ouais, les Italiens sont. C'est pareil, ils commencent à ressortir une équipe de slalom. Autant garçons chez les filles aussi. Oui, les Italiens sont là. Enfin, de toute façon, au niveau Coupe d'Europe, là, c'est quasiment un deuxième niveau de Coupe du Monde. Voilà. Voilà donc pour ce deuxième tableau des résultats, puis un troisième tableau également, Marc, qui s'est déroulé ces derniers jours également. Celui-ci, il faut que je regarde. Oui, donc, c'est ce que je vous disais. C'était le slalom d'avant-hier, où Armand Marchand gagne le premier slalom Coupe d'Europe, parce qu'il y a eu deux slaloms hier. Donc, Azolin et Olnet font 1 et 2. Et avant-hier, c'était Armand Marchand qui gagnait le Belge. Et Azolin, c'est encore, il se situe dans les 10 premiers, même 5e. Je crois qu'aujourd'hui, il doit être deuxième au classement général de la Coupe d'Europe de slalom. Donc, c'est plutôt tout bénef. Et le petit Paul Sylvestre, je ne me trompe pas, il doit être 20 ou 21. Ouais, 20, oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, c'est ça. Voilà pour donc ce troisième tableau des résultats donc durant cette semaine. D'autres compétitions vont donc continuer, Marc, parce que voilà, en plus le mois de janvier est bien chargé. Hein. Oui, alors on a eu aussi hier le biathlon, puisque il y a eu hier et aujourd'hui. Hier c'était le relais de femmes avec une belle quatrième place des femmes. On espérait les Françaises d'être en tout cas sur le podium. Ça s'est joué à peu de choses. Et aujourd'hui, une très belle victoire chez les hommes. Après un début laborieux de Fabien Claude et une belle remontée avec cette équipe et qui gagne ce relais le dernier relais dans les Jeux Olympiques. C'est tout bénef et c'était vraiment un repodding. C'était une magnifique épreuve aujourd'hui. Biathlon. Voilà, biathlon. Et puis cet après-midi, il y a eu également aussi donc une compétition du côté de Courchevel aussi. Exact. Courchevel qui accueillait une épreuve de la Coupe du Monde de ski d'alpinisme, parce que vous le savez, c'est des épreuves qui auront lieu aux Jeux Olympiques là pour la première fois, hein, à Cortina. Donc là, c'est la version sprint. Et là, on a eu côté féminin un doublé avec Emilie Arop. On l'attendait, hein, qui est quasiment la meilleure au monde aujourd'hui, devant Margot Ravinel. Donc un très beau doublé chez les femmes. Et un peu plus tard, chez les garçons, je cherche son nom, c'est Thibaut Anselmet qui fait deuxième. Après, des qualifications un peu difficiles pour lui, mais une belle deuxième place chez les garçons. Donc une belle journée aussi côté ski alpinisme sur Courchevel. Voilà, Courchevel, voilà, donc c'était cet après-midi. Hein. On va continuer, Marc, avec cette fois-ci l'actualité. À moins que vous nous dites peut-être les prochains rendez-vous avant, quand vous voulez. Alors les prochains rendez-vous, là, ouais. On a un week-end très chargé. Donc déjà demain, ça continue encore sur Courchevel, sur une épreuve qui n'est plus de sprint, c'est toujours du ski alpinisme garçons et femmes. Il y aura le biathlon, je crois que demain, ça va être le sprint femme qui commence. Voilà. À Ruhpolding. Et donc, en Coupe du Monde de ski alpin, il y aura, alors demain, je crois qu'il y a le super géant à Wengen. Donc, il y a le super géant à Wengen. Ils ont fait des entraînements de descente. Demain, c'est le super G. Après-demain, il y aura la descente de Wengen. Et dimanche, il y aura le slalom spécial de Wengen, côté masculin. Ah oui, sacré programme à tout ça à débriefer la semaine prochaine, Marc. Hein. Voilà. Et après, côté féminin, elles sont à Tarvisio, en Italie, pour Coupe du Monde de descente et Coupe du Monde de super G. Vous voyez que le programme est aussi bien chargé, garçons et filles. Donc, ceux qui sont amateurs de sport, ils vont jongler avec la télécommande entre l'équipe TV, entre Eurosport, puisqu'il y a pas mal d'épreuves. Et alors, attendez, demain et après-demain, il y a Coupe du Monde aux États-Unis, à Waterville Valley, si je me trompe pas, de ski de boss en hommes et femmes, en ce qu'on appelle en single. Et après-demain, il y aura la version duel. Donc, vous voyez que, sans compter qu'il doit y avoir encore du combiné nordique ou du saut à ski.
Ah oui, donc il y a beaucoup d'événements. Il y en a, voilà. Bon, pour ceux qui adorent la glisse, voilà, vous allez donc être servis hein, durant tout le week-end. Puis on en reparlera hein, la semaine prochaine avec Marc. Il va tout nous débriefer ça. Il suit, hein, il suit tout, Marc. Donc pour ça, on pourra donc en parler dès la semaine prochaine. Marc, on va continuer avec un article justement qu'on m'avait envoyé. On parle des avalanches dans les Alpes. On s'est fait insulter. On nous dit je m'en fous, je fais ce que je veux. Le coup de gueule justement des secouristes en montagne par rapport donc aux usagers hein, des montagnes qui utilisent, qui font du ski par rapport dans les stations. Que pensez-vous justement de la réaction des gens Ah, ça, sincèrement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, Il y a eu une réunion d'ailleurs à Courchevel avant cette Coupe du Monde de ski alpinisme avec la ministre des Sports qui s'est déplacée, avec les instances de sécurité, hein, avec le PGHM et autres. Sur le week-end dernier, on a quand même pas moins de 6 morts quand même, ce qui est absolument oui, impressionnant. on a beaucoup parlé. Sans Oui. compter que ça continue tous les jours, les accidentés et autres, et encore une fois, le comportement humain. Donc Mmh. quand on se déplace et quand on met quand on entre guillemets qu'on met sa vie en danger toute seule, mais là le problème c'est qu'on doit intervenir toute une armada de personnes, hein, parce que nous Oui. les moniteurs de ski, quelles que soient les écoles de ski à l'appartenance, il y a une obligation d'intervenir et d'être auprès des services des pistes pour sonder, pour aller chercher les gens qui sont ensevelis, et puis quand les gens reportent ou plus ou moins, et ben vous voyez ce que répondent les gens, ou en tout cas une certaine agressivité. Donc on est toujours dans le même sujet, dans le même débat. Hein. Mmh. Espace de liberté, oui, mais à un moment donné, il y a quand même des limites en termes de coûts, en termes de responsabilité, en termes, il y a beaucoup de choses. Et la parade n'est encore peut-être pas la meilleure, mais moi, sincèrement, vous faites ça en Autriche, hein. Vous arrivez en Autriche, pardon, ou aux États-Unis, vous amusez à dire ça aux gars des pistes, vous êtes dégagé de la station, hein. On vous enlève le forfait et vous êtes notifié rouge sur les tablettes. Ah Nous, oui. on n'en est encore pas là. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, vous avez pas, il n'y a pas d'autre option, sincèrement. Parce que les gens, et puis à l'arrivée, ben, quand il y a des morts, non contents que les gens, il faut aller secourir et mettre en danger les secouristes, les Aussi. hélicoptères, les pilotes et tout ce qui va autour. Mmh. En même temps, vous permettez quand même de, je m'en fous, c'est ce que je veux. Ouais, puis quand il faut aller avertir les familles qu'il y a des décès, ouais, ça me paraît un peu léger. Encore une fois, il va falloir, la seule parade, c'est de sévir, prendre des arrêtés, des arrêtés très importants, des lois, parce que les dérives, vous voyez, le ski en 6 jours, ça fait quand même beaucoup. Non, pardon, 6 en un week-end. Un week-end en 2 jours, ouais, tout à fait, Marc. Ouais. Parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'actualité, dans la place du village, c'est vrai, voilà. Voilà donc par rapport à cet article hein, de nos confrères de France 3 Alpes, hein, qui a réalisé justement cet article durant cette journée de ce jeudi. Vous m'avez envoyé un audio, Marc. Alors c'est qui? Oui, je vous ai Explique-nous un envoyé petit un peu. audio. Alors là, on revient en arrière. C'est en fait Vincent Blum, l'entraîneur chef des slalomeuses françaises, qui était à Flachau. Et bon, il n'a pas voulu, enfin, on n'a pas pu, donc je l'ai enregistré, savoir ce qu'il pensait du slalom de Flachau pour nos Françaises. Voilà. On va justement écouter cet extrait que vous m'avez envoyé. Ça fait chier là, sur la réaction d'appui qu'elle a eu, elle s'est pété le croisé. Annabelle Jala fait une course moyenne, elle manque un peu de jus en bas, enfin voilà, techniquement c'était pas tout à fait ça. Chiara, avec son 272, elle a essayé, mais bon, il manque encore un petit peu d'activité, notamment en bas aussi où elle est cuite. Tu penses Et qu'elle après Marie, c'est plutôt positif au vu de ses dernières courses où elle commence à remettre un petit peu d'activité. Après, elle protège encore un petit peu certains secteurs, mais c'est quand même positif. Et Marion et Kate, je pense qu'elle avait besoin de mettre 2 manches en bas après ses 5 abandons en fourchage. Là. Donc je peux la comprendre aussi. Maintenant, elle en a vraiment sous le pied et je pense qu'elle va aller le chercher prochainement, j'espère.
Et Marion, un peu plus de fatigue. Bon, les deux, elles ont eu la gastro, donc elle manquait un peu de jus, mais bon, un peu protégée aussi, un peu gentille aussi, quoi. Donc, le bilan, c'est que c'est une course correcte, hein. Il y en a 3 dans les 20, donc ça, on peut s'en satisfaire, on va dire, mais perso, je m'en satisfais pas parce qu'on n'est pas assez dans la course. Voilà. Donc, on va continuer de bosser pour aller chercher un peu à rivaliser avec les meilleurs, quoi. Est-ce que là, du coup, pour Flahau, tu penses que, bah, évidemment, surtout sur ces formes de tracé, la deuxième, c'est vraiment le manque d'engagement qui a fait défaut? Bah, ouais, on fait un peu trop de chemin. On fait trop de chemin, on n'ose pas s'étendre les lignes. Et ouais, c'est lié à l'engagement et à la prise de risque et à la confiance en elle, qui est pas encore assez optimale. Est-ce qu'il y avait un effet avec ces mouvements de terrain? Parce qu'on sait que là-bas, c'est quand même l'un des points. Ouais, mais bon, les mouvements de terrain, c'est le cas pour tout le monde, hein, donc, Oui, donc qu'ils y soient ou qu'ils y soient pas, voilà, pour nous, il fallait qu'on engage plus, quoi. Voilà. Et Chiara, elle manque pas un peu de rythme? Parce que qu'en slalom, c'est souvent rythme et cadence. Parce que quand tu vois que la soit 70, non? Comment, Ouais. qui rentre devant? 70, ça rentre, ouais. Ouais, elle manque de rythme, elle manque de confiance, elle manque de kilos. Voilà pour cet extrait, Marc. Voilà, donc il nous a expliqué. Donc en fait, c'est tout simplement une question d'engagement, hein. C'est surtout mental, psychologique, pour pouvoir s'engager sur des slaloms particuliers, plutôt tracés, ce qu'on appelle dans l'axe. Il faut ce qu'on appelle, il a expliqué, tendre les trajectoires, c'est-à-dire que les filles arrondissent un peu trop dans cette course-là, en tout cas, par rapport aux meilleurs, pour essayer d'arriver sur le podium. Bon, il a expliqué lui-même, hein, que j'étais les temps morts. On est évidemment encore une fois une infirmerie qui se rallonge un peu. Marjolaine Ollier qui se fait un croisé bêtement sur un appui. Bon, voilà, saison terminée pour elle. Pardon, et Chiara qui revient de blessure du dos, de la cheville et qui a besoin encore une fois de. Vous savez, slalom, c'est une question de rythme et cadence. Et quand on manque un peu de rythme et cadence, ben, ça demande de l'entraînement, de repartir au boulot pour trouver justement des rythmes très élevés de rapidité. Voilà, par rapport donc à ces derniers jeux qui se sont déroulés donc cette semaine. Marc, on va passer aux questions des téléspectateurs. N'hésitez pas à le faire hein, sur Facebook, sur YouTube et Twitch. Vous pouvez donc poser vos questions en direct à 19h39 en ce jeudi 15 janvier. On est vraiment en direct. On va justement regarder ensemble, Marc, la première question. Êtes-vous justement conscient que les meilleures équipes de ski sont aujourd'hui confrontées à un véritable casse-tête pour qualifier leurs athlètes en vue des Jeux Olympiques? Oui, Jeux Olympiques, championnat du monde. Alors, pour les Jeux Olympiques, il y a une particularité, c'est que vous avez par discipline, on va dire, chaque discipline, en tout cas du ski alpin, vous avez le droit à 4 noms. D'accord? Facile à comprendre. Vous avez chaque pays a le droit à 4 noms, en fonction d'un certain classement. Mais au sein du comité international olympique, chaque nation a un nombre d'athlètes, un nombre de participants, et après c'est lui qui décide s'il en met un petit peu plus pour le saut à ski, s'il en met un petit peu plus pour le ski alpin, pour le bobsleigh, j'exagère un peu. Donc le principe de qualification pour les pays et se casse-tête sur les quotas, en fait, ce qu'on appelle les quotas olympiques, c'est un casse-tête, ça c'est une évidence même. Les seules choses où on peut amener des athlètes, je dirais en réserve, c'est la descente, puisqu'il y a des entraînements. Donc, on peut avoir beaucoup plus de personnes qui participent aux entraînements de descente et ensuite les gens décident de faire une sélection en fonction des quotas qu'ils ont estimés. Alors, chaque pays, évidemment, les pays ont vu les Américaines, les Autrichiennes et chez les Français aussi. C'est un casse-tête chinois pour mettre le barème de qualification. Voilà. Ouais. Voilà. D'accord. Mais c'est comme ça. Ouais, c'est pour tout le monde pareil. Ah, c'est tout le monde pareil. Voilà. Bah, enfin, sauf pour les petites nations. Une petite nation, par exemple, les Belges, ils en ont deux, bah, ça, ouais, ils en ont pas plus que ça, quoi. Ils vont certainement pas en mettre 4. C'est ça que je veux dire. Voilà, ouais, d'accord.
Voilà. Voilà pour cette. En plus, justement, on a une autre question par rapport à ça. Ne serait-il pas plus simple de qualifier les 30 premiers de chaque discipline et puis donner un quota pour les skieurs hors des 30? Ouais, ça c'est un débat qui date depuis un certain nombre d'années. Après, il faut peut-être envisager ça, je sais pas. Mais les Jeux Olympiques restent quand même une épreuve vraiment différente de ce que l'on voit le restant des années, puisque c'est une fois tous les 4 ans. En théorie, il y avait toujours cette idée de Pierre de Coubertin, hein. L'essentiel, c'est de participer et qu'on voit qu'il y a certaines nations qui peuvent essayer de venir avec maintenant des idées de préqualification aussi. Le problème de mettre dans les 30 meilleurs mondiaux, imaginons que vous ayez 15 Autrichiens. Alors c'est vrai que on peut dire bah ouais les 15 Autrichiens sont dans les 30 ou les 15 Suisses ou les 15 Français, je dirais. Mais ça n'amène pas finalement. Alors ça montre finalement le niveau mondial, mais c'est pas nécessairement dans l'esprit des Jeux Olympiques. Alors, je pense que l'idée peut être bonne, mais il faut de toute façon imposer un quota, sinon vous voyez que ça peut être la porte ouverte à une équipe qui a effectivement des 10 mecs ou 10 filles dans les 30 meilleurs mondiaux, quoi, ou mondial. Voilà, voilà pour par rapport à la question hein, sur YouTube, vraiment très intéressant. Il y a également une autre question, cette fois-ci on va sur la plateforme YouTube, Facebook pardon. Bonsoir Marc, concernant la descente de Wengen, certains font du stem, je pense que ça se prononce comme ça, d'autres placent des pivots avant de prendre un virage à 90 degrés. Pourriez-vous s'il vous plaît nous parler de ces deux techniques pour aborder ce virage à la fin du plat? Alors là, attention, là c'est très technique. Ouais, c'est en fait, les mecs, ils arrivent dans l'axe et en fait, il y a une espèce de droite-gauche très rapide. Et si c'est une stratégie de course, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de freiner et c'est les options que les mecs vont prendre. C'est-à-dire que soit, pour certains même, hop, on fait un mouvement, on va dire un peu de cache-neige, tac, on ouvre un peu les talons. Soit on met le ski carrément en dérive, c'est-à-dire que les deux skis partent en dérive comme ça, les deux en même temps, sur une forme de pivot. C'est-à-dire que quelque part, on freine aussi, ou alors on garde simplement le ski amont, le ski intérieur qui est dans l'axe, et on freine simplement avec un mouvement qui n'est que latéral sur ce qu'on appelle le ski aval. C'est-à-dire que on fait ce qu'on appelle un stem aval. Mais on a aussi vu qu'il y a certains descendeurs en fonction du choix des skis, en fonction de la qualité de la neige, en fonction de la vitesse à laquelle ils arrivent et ils se sentent. Ok, ils font même un contre-virage avant. Hop, et ils repartent. Exactement comme la voiture, comme le rallye. Alors, c'est des formes qu'on voit aussi le stem aval. C'était un enseignement dans le ski il y a très longtemps. Hein. C'était une forme technique hein, que qu'utilisent beaucoup même les gars qui font de leur piste. C'est-à-dire on fait un appui sur le ski aval et ce mécanisme qu'on appelle de flexion ou de rebond permet un allègement et un retour sur l'autre ski pour tourner. Après, ben, quand on est comme ça, c'est simplement des skis à plat avec des pivots pour permettre de freiner un temps très court. Et les options, le chasse-neige, tout le monde le connaît. À chaque athlète, en fonction de sa technique, de sa philosophie, de trouver le moyen pour perdre le moins de temps possible. Et là, il n'y a pas de vérité. On compte le chronomètre et en tout cas la vitesse à la sortie de ce droite-gauche. Voilà pour l'explication. Très technique quand même. Hein. La question était déjà technique et puis également la réponse, voilà, très technique et bien détaillée. Merci à Marc pour ses explications. Merci également aussi à Pierre pour cette question. On va continuer avec une autre question. Cette fois-ci, on retourne sur YouTube. À Flachot, justement, la Française Marjolaine Ollier, avec le dossard 60, se blesse sur une simple prise de carré, pardon. Ce n'est pas normal. Qu'en pensez-vous, Marc, justement, par rapport à ça? Oui, il y a beaucoup de blessures chez les athlètes de haut niveau.
j'irais presque plus chez les femmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Simplement sur un appui. C'est-à-dire que les pressions sont tellement fortes qu'à un moment donné, le ligament pète. Alors, chez les filles, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Ça va vous paraître un peu peut-être bateau, mais c'est-à-dire que si en plus les filles, vous avez entendu, il y en avait qui avaient la tourista ou qui avaient une gastro ou qui étaient malades. Et en plus, si vous rajoutez le fait que ces filles-là sont dans leur période mensuelle, et on sait que à ce moment-là, il y a un taux d'hormones qui fait que elles C'est ont fragile. une faiblesse globale sur le corps ligamentaire articulaire. Et là, vous n'avez rien besoin, vous n'avez même pas besoin de tomber, ça pète comme du petit bois. Et c'est ce qu'il en ressort souvent. Donc après, c'est aussi des fois des stratégies. Moi, j'ai pas de retour. Hein. Je vous donne juste une tendance. Je ne sais Oui, pas oui. si effectivement ce sont ces éléments-là, mais en tout cas par expérience, c'est certainement l'une des choses que je mettrai le plus en avant, ne connaissant pas réellement son état de forme et son état de santé à Marjolaine. Le seul dilemme, c'est qu'effectivement, encore une blessée de plus et ça paraît effectivement bizarre de dire quelqu'un qui s'entraîne toute l'année, qui soulève de la fonte et qui se prépare en théorie avec les meilleurs éléments possibles de préparation, se pète un genou, ne serait-ce sans même tomber. Voilà. Voilà donc par rapport justement aux femmes, hein, justement, qui ont quand même voilà, un peu plus de difficultés que les hommes par période. Oui, alors en plus de ça, ce que j'ai oublié de vous expliquer, c'est que sur ces fameuses neiges, vous savez, on a parlé depuis le début de saison de ces neiges abrasives, ces neiges qui sont pas trop verglacées non plus, et notamment chez les enfants, ou en tout cas dans les clubs, les comités ou les régions, quand c'est il y a un excès d'affûtage du ski, et que quand vous avez un ski qui est trop affûté, c'est-à-dire qu'il a tendance à vous prendre la carte, et quand le pied fait ça, ça veut dire que derrière, le genou, je vous raconte pas ce qu'il reçoit au-dessus. Et à force de répéter ce type de travail, en tout cas d'avoir des skis trop affûtés en fonction de certaines qualités de neige, à plus ou moins long terme et à répétition évidemment, ce qui pète c'est les articulations, et notamment le genou. Surtout le genou, voilà, surtout les athlètes, justement, le genou, c'est souvent la cause des blessures. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, on a les accidents, on a énormément de commotions cérébrales, comme vous le savez, mais pas que. Et là, les genoux, c'est ce qui casse en premier. Et j'ai essayé de vous donner une certaine explication, hein, en tout cas sur ce que je pense. Voilà. Voilà pour cette question par rapport donc à ces blessures hein, des athlètes qui en ont très très souvent, surtout en certaines périodes, hein, surtout pour les filles. Hein. Voilà donc pour les questions pour l'instant, Marc, pour l'instant voilà, il y a plus de questions donc de nos téléspectateurs, n'hésitez pas à le faire, hein, comme régulièrement dans le 19h Sport. Marc, on peut continuer à parler également donc de niveau de la sécurité. Ouais, vous voulez que je vous parle de quoi? Parce qu'en sécurité, le sujet est vaste, très très vaste. Par exemple par exemple voilà au niveau donc des skieurs hein, pas professionnels mais voilà plutôt amateurs justement quand quelqu'un s'élance justement et qui ne fait pas attention par rapport à sa descente à ce qui lui entoure justement quelques conseils donneriez-vous justement pour éviter justement des fois les accidents qu'il y a dans les descentes? Alors, ce qu'on a vu ces dernières semaines, alors, en dehors du hors-ski hors-piste, on est bien d'accord, hein, Oui voilà oui. c'est que jusqu'à la nouvelle chute de neige, on avait des terrains de jeu, ce qu'on appelle les terrains de jeu, les pistes de ski, qui étaient hyper verglacés, bien qu'il y avait de la neige de culture. Encore une fois, je vous le répète, la neige de culture, en théorie, c'est là pour venir amener un plus par rapport à la neige naturelle et surtout, en théorie, de faire une sous-couche. Et ces neiges artificielles, quand elles sont projetées ces neiges de culture, pardon Philippe de Paris, les neiges de culture, quand elles tombent, au début elles sont très légères, elles sont très douces, et au fur et à mesure des passages, c'est des neiges qui deviennent énormément verglacées. Et c'est pour ça que je vous disais, et répétitivement, c'est que information, renseignez-vous auprès des sécurités des pistes, au niveau des remontées mécaniques, sur les qualités de neige que vous allez rencontrer, pour appréhender, c'est comme pour la route. Si vous allez arriver avec des pneus
d'été sur des endroits où il y aura de la neige, ça va être une catastrophe, quelle que soit la voiture que vous allez avoir. Et encore plus sur les 4x4. Et là, quand vous arrivez sur des neiges très verglacées, très dures, eh ben évidemment que c'est difficile de contrôler sa vitesse, de maîtriser sa vitesse et de pas être surpris pour éviter aussi un certain nombre d'accidents par collision ou par des gamelles. Donc ça, c'est le premier point sur le matériel qu'on utilise en fonction des qualités de neige. Il est toujours plus facile, à l'inverse de ce que j'ai expliqué là pour les athlètes de haut niveau, d'avoir un ski, une paire de skis qui soit relativement, voire beaucoup affûtée. Au moins, sur la neige douce, il n'y aura pas trop d'incidence globalement, suivant le niveau du skieur. Par contre, quand vous allez réellement arriver sur la glace, là, il y aura une incidence de sécurité absolue. Voilà, voilà ces conseils par rapport justement à cette neige de culture, la vraie neige. Voilà, c'est deux choses différentes. La neige de culture qui durcit justement par rapport au passage des skieurs et voilà ce qui des fois provoque également des blessures assez importantes, même pour les amateurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que le casque est recommandé, que les fameuses dorsales sont aussi recommandées spécifiquement pour les enfants, mais pas que. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais une cliente qui me disait, ah mais vous avez un palmarès énorme, et pourquoi vous allez voir les sécurités des pistes pour. Je lui dis, ben je vais me renseigner parce qu'ils sont passés sur le terrain ce matin et la neige change d'un jour à l'autre aussi. Et légitimement, quand on prenait des directions très hautes, sans neige de culture, je voulais savoir si la neige était toujours aussi douce, si elle avait durci, ou il n'y avait pas trop de plaques de glace. Et ça, encore une fois, chacun, encore une fois, en prend l'initiative, mais pour le coup, ça ne coûte rien, Johan, d'aller poser les questions au service des pistes. Voilà, tout le monde peut aller les voir, leur demander comment est la qualité de la neige, est-ce qu'il y a des endroits plus dangereux que d'autres. Voilà, c'est ouvert à tous, quoi. Voilà, faut pas que les gens aient peur d'aller les voir, quoi. Bien sûr, et c'est la même chose. Et c'est d'ailleurs la même chose pour le skieur piste. Allez vous renseigner auprès du service des pistes. Moi, je voudrais aller faire un itinéraire de l'autre côté. Qu'est-ce que vous me recommandez? Oui, non. Et à ce moment-là, à vous de modifier, l'itinéraire en fonction des qualités de neige que vous allez rencontrer. Voilà, les gens n'ont pas encore l'habitude justement de demander avant de faire du hors-piste, d'aller se renseigner. C'est un peu dommage, quoi. Ça éviterait les accidents comme on a pu voir le week-end dernier. Oui, alors après, il y a certainement des choses à améliorer aussi au sein des stations de sport d'hiver. On va pas se cacher non plus sur les pistes, quand on arrive des pistes rouges, pistes noires, rouges, sur les pistes vertes, avoir des ralentisseurs plus importants, ou même sur des pistes vertes qu'on appelle des pistes plus ou moins de débutants. Si à un moment donné, la neige est glacée, verglacée, d'avoir peut-être plus de signalétique aussi. Ça me paraît aussi important qu'il y ait un consensus plus important pour amener une certaine prévention, ou en tout cas d'information auprès du skieur. Attention, l'hiver glacé, verglas, voilà, des choses qui permettraient d'appréhender un peu mieux la difficulté par rapport à ces qualités de neige. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès des stations pour l'état de la neige. Également, si vous pouvez faire du hors-piste en sécurité, pas comme y aller sans savoir comment est justement le manteau neigeux, surtout quand il y a des fois des précipitations de neige comme on a eu durant les dernières semaines qui ont été très importantes. Et après le Redoux cette semaine. Alors justement, est-ce que la neige là, par rapport à ces derniers jours, le Redoux, même en montagne, va donc justement changer la donne pour les prochains jours? En théorie, oui, puisque du coup, on va se retrouver avec des neiges des neiges naturelles, plus les stations vont profiter avec les températures négatives de produire cette fameuse neige de culture. Alors, pour information aussi, quand vous êtes sur un domaine skiable et que les fameux canons à neige, comme on dit, craquent, soyez aussi vigilants parce que la qualité de la neige qui va se trouver en dessous de ces canons à neige va pas être du tout la même de ce que vous allez avoir avant et après. Donc là aussi, ça peut être source d'accidents. Parce que souvent, c'est même des neiges qui vous freinent. Ça vous paraît spécial ce que je vous dis, mais quand vous avez une neige dure au-dessus et que vous arrivez sur une neige de culture qui vient d'être produite, c'est des neiges plutôt comme de la farine,
et c'est des neiges qui ont aussi tendance à vous freiner. Donc, si vous n'allez pas anticiper cette chose-là, vous avez moyen de vous prendre une grosse gamelle ou en tout cas de vous faire des peurs. Voilà. Ouais, c'est vrai là également donc avec le manteau neigeux qui est très changeant, surtout avec la météo de maintenant où on peut avoir du froid à moins 10 degrés, à des fois des températures positives l'après-midi, même en montagne. C'est vrai que ça peut beaucoup changer les choses. Alors, ce qui peut amener la neige dure, répondre à votre question, Johan, c'est que si vous avez, en ce moment, on a plutôt des températures assez douces pendant la journée et froid la nuit. Ça, c'est un schéma classique que le lendemain, vous risquez d'avoir une neige qui va devenir de plus en plus dure, voire verglacée. Donc, ce qui peut provoquer des choses encore plus graves, quoi, des accidents plus graves. Effectivement, ça veut dire que 1, il faut être préparé, 2, il faut se renseigner, et 3, avoir le matériel. Vous savez, les cartes de ski, c'est pas éternel, il faut les affûter, il faut les faire préparer. Les magasins de sport sont relativement bien équipés avec des machines pour vous permettre d'avoir une paire de ski qui soit ce qu'on appelle nous dans un jargon bien affûté pour pouvoir tenir sur des neiges dures et évidemment pour les pentes plus raides. Parce que plus vous allez aller, le rouge est plus raide, le noir est encore plus raide. C'est une évidence même. Voilà, donc quelques conseils justement pour ceux peut-être que vous allez faire du ski ce week-end. Justement, bon, la météo s'annonce pas très jolie, ce week-end, ce sera pas comme le week-end d'avant, mais voilà, quelques conseils quand même pour vous rendre et faire du ski tout en sécurité, sans bien entendu avoir des drames qu'on a pu voir le week-end dernier. Voilà pour ces conseils de Marc Garcia. Voilà, Marc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On n'a plus de questions, mais on reviendra avec Marc qui justement nous fera un débrief sur tous les résultats du week-end qui va être très chargé. On en parlait tout à l'heure. Ouais, week-end énorme dans le domaine des sports de montagne. Oui, un gros week-end là. Les week-ends qui vont arriver d'ailleurs avant les Jeux Olympiques, il y aura beaucoup de disciplines et beaucoup de compétitions. Donc là, la grande classique en Suisse pour le ski alpin, Wengen, c'est une grande classique. La descente la plus longue du monde. Donc ça va leur choquer le cul. Et puis ils attendent beaucoup de monde à Wengen. Dans ce pays suisse pour cet événement. En plus, on attend Odermatt, on attend Van Allen, on attend quand même toute l'équipe suisse qui normalement devrait pouvoir monter sur la boîte. Donc oui, un week-end bien chargé en termes de sport. Voilà, on en reparlera lundi ou mardi, Marc, avec vous. Vous allez tout nous préparer pour justement tout nous débriefer ça. Donc dès lundi ou mardi, Marc, voilà, on reviendra dessus dans cette émission du 19h, Marc. Voilà. Allons-y gaiement avec. Voilà. Et vous allez skier, Johan, ou pas? Pardon? Est-ce que vous allez aller skier? Ah non, je skie pas, mais j'adore aller en montagne, promener, enfin voilà, profiter. Voilà. D'accord. Voilà. Bon. D'ailleurs, dans les montagnes, il y a le ski de fond, faut pas oublier. Il y a les raquettes, il y a aussi le ski de fond. Alors, le ski de randonnée, s'il vous plaît, j'ai oublié. C'est encore autre chose, ça, ouais. Le ski de randonnée, j'ai encore vu avant-hier des gens qui montaient à contresens sur les pistes de ski. Il n'y a pas plus dangereux que ça. Il n'y a pas plus dangereux que ça. Parce que quand vous êtes derrière une bosse, personne ne vous voit. Donc, restez le plus possible en bord de piste. Mais malgré tout, c'est comme quand vous voyez une voiture à contresens sur une route ou sur une autoroute. C'est exactement le même phénomène pour nous au niveau de la montagne. Et là, il y a encore des gens qui font n'importe quoi. Alors, du coup, la réponse, je m'en fous, je fais ce que je veux, quoi. Ouais, c'est vrai comme on a pu voir tout à l'heure, ouais, dans l'article de presse. Donc, pour moi, ces gens-là n'ont rien à faire sur un domaine skiable en termes de sécurité. Déjà, pour eux et pour les autres. Donc ça, c'est clair et net. Et pourtant, j'adore la randonnée, la pop. Je pense que c'est un élément important, mais il faut encore une fois prendre des itinéraires, choisir des itinéraires avec la plus grande prudence. Voilà, donc quelques conseils également pour le ski de randonnée. Voilà, merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous depuis Barcelonnette. On vous retrouvera la semaine prochaine pour le débrief du week-end qui va être très chargé en glisse, Marc. Et puis voilà, on fera donc tout ça, on en reparlera dès la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marc.
Merci de m'accueillir toujours, Johan. Moi, je vais aller affûter les skis pour demain, pour être clair. Voilà. D'accord. Ouais, obligé. Hein. La sécurité Obligé. avant tout. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Marc. Bon ski à vous. Et puis, n'hésitez. Et puis, on reviendra avec vous la semaine prochaine, comme chaque semaine, dans le 19h. Merci beaucoup. Merci, bon week-end, Johan. Bon week-end à tous. Très bon week-end à vous, Marc. Merci d'avoir été avec nous depuis Barcelonnette. Cette émission du 19h Sport, vous pourrez donc la retrouver dès demain sur les plateformes de la Place du Village en replay pour pouvoir retrouver le 19h Sport et toutes les explications et les débriefs de Marc Garcia.